Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. C'est jeudi, c'est Monde des Arts. Et puis, comme on dit, dans ces cas-là, mieux vaut tard que jamais. Chantal Akerman a marqué l'histoire du cinéma par son incroyable modernité. Elle est devenue une référence pour de nombreux cinéastes et artistes d'ailleurs dans le monde entier. Réalisatrice entre autres du meilleur film de tous les temps d'après un classement de la revue britannique Sight and Sound. Il s'agit bien sûr de Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, on va en reparler. Et pourtant, malgré tout ça, jusqu'ici, elle a été globalement boudée, je dis bien globalement, on en reparlera, globalement boudée par son propre pays et sa propre ville. Aujourd'hui, Chantal Akerman a enfin droit à une, je souris en vous regardant évidemment, Alberta, a enfin droit à une grande expo qui lui est consacrée à Beaux-Arts et on est très heureux de ça. Une rétrospective aussi de tous ses films, y compris les courts-métrages à la Cinémathèque, et il était temps. On s'est dit aussi que chez nous, à Monde des Arts, on lui fait bien une émission spéciale. Bonsoir Juliette Goudot, on est ravis de vous avoir. Juliette, on se connaît un petit peu, vous êtes journaliste, critique de cinéma, on peut vous lire où ? Alors on peut me lire à Moustique, à Gaël et m'entendre sur la première. Sur la première, à la RTBF, on est ravis de vous avoir. Je crois que vous aimez beaucoup Chantal Akerman, vous aurez l'occasion de développer tout ça. Alberta Cessa est avec nous. Bonsoir Alberta. Bonsoir. Alors vous venez nous parler de cette expo dont le titre est très beau, Chantal Akerman, Travelling. Qui l'a trouvé ce titre ? C'est magnifique. C'était un choix, une décision un petit peu collective qui traduisait à la fois cette valse entre les villes, entre les pays, ces lieux de tournage, ces allers-retours entre le passé, le présent, ses origines familiales, la ville de Bruxelles, de Paris et de New York, et bien entendu... on va dire, la marque de fabrique de certains de ces films très iconiques comme Dest ou encore News from Home, où on le voit, des longs travelling qui prennent vraiment tout le long du film. Et c'est le travelling un petit peu de sa vie. Vous êtes commissaire adjointe, on peut citer, tant qu'on y est, sans leur citer la commissaire. Je ne suis absolument pas seule, puisque l'exposition a été conçue par Laurence Rassel, commissaire invité, en collaboration avec Céline Broé de la Cinémathèque et de la Fondation Chantal Akerman et moi-même à Beaux-Arts. Et la Cinémathèque est présente également sur ce plateau. À travers vous, Thomas Lers, on est ravis de vous avoir également. Bonsoir. Vous êtes conservateur, bonsoir. Et vous, la Cinémathèque propose effectivement une rétrospective complète des films. Oui. Ça, c'est une première, parce qu'il y avait déjà eu des... Il y a eu des séances ou des rétrospectives, mais ce qu'il est passé maintenant, c'est que Cinémathèque a commencé la restauration digitale des films de Chantal Akerman déjà en 2013, 2014. À sa demande. Oui, Chantal a elle-même restauré encore Saute-ma-ville et Jeanne Dielman. En 2015, elle est passée et après, on a continué. Vous avez continué son travail. Et donc maintenant, on a vraiment toute l'œuvre et quelques petits trésors inédits qu'on a trouvés pendant ce travail. Ça, c'est exceptionnel à voir évidemment sur grand écran. J'ai intitulé cette émission Akerman, Chantal Akerman, enfin. Quand je dis enfin, c'est parce qu'effectivement, on l'attendait, cette expo, elle est là. Pourquoi on a dû attendre si longtemps ? Pourquoi pas plus tôt ? Alors, Chantal Akerman au Palais des Beaux-Arts, c'est pas la première fois. En réalité, dès 1995, quand elle a conçu son installation d'Est au bord de la fiction, qui était un remontage d'un documentaire qu'elle avait réalisé en 93 dans les pays de l'Est, Ukraine, Pologne, Union soviétique. Une grande expo qui lui est consacrée. Mais une grande exposition, c'est la première fois. Et ça tient à plusieurs raisons, notamment du fait que, effectivement, globalement, auparavant, toutes les expositions se contentaient de montrer des installations qu'elle a commencé à développer à partir de 1995, les films étant projetés en salle. Et ce qui manquait, effectivement, c'était la mise en contexte des archives de production de ces films. La jonction entre les deux, quoi. Cette année, le Palais de Beaux-Arts devient un peu la jonction, le point de jonction et de rencontre entre tous ces éléments et tous ces médiums. Tout à fait, parce qu'il y a effectivement aussi des projections dans Il y a quelques projections exceptionnellement de ces tout premiers films. Qui étaient possibles et parce que ces films avaient une importance capitale dans son parcours et son travail et qui permettaient quand même de lire une partie de son œuvre. Tout début d'ailleurs. Oui, il y a 4 courts-métrages qui ont été tournés en 8 mm et qui sont des films qu'elle a tournés juste avant de passer l'examen d'entrée à l'INSAS. C'est ça. Et école dans laquelle elle a été admise d'ailleurs en septembre de 67. Et puis il y a Saute-ma-ville qu'on a pu exceptionnellement montrer dans une salle d'exposition, ce qui n'est pas
Ce qui était un autre exercice. J'imagine bien. On a dû s'arracher les cheveux du côté de la Cinémathèque. Alors, on parle de ces films, etc. Et on va en parler, bien sûr, dans cette émission. En même temps, quand on fait un petit peu le tour, et je suis sûr que vous qui nous regardez, vous dites aussi, oui, Chantal Akerman, on connaît, mais quand on demande aux gens de citer un film de Chantal Akerman, ou voire 2, 3 films, ça devient compliqué. J'ai l'impression, Juliette, qu'elle n'est pas... Enfin, elle est connue, on connaît son nom, évidemment. Il y a une aura autour d'elle aussi, mais précisément, c'est autre chose quand même, non? Et pourquoi? Pourquoi Elle est si hermétique que ça. Non, c'est absolument pas la raison. Si vous voulez mon avis, David, mon avis de critique, il est forcément politisé quelque part. C'est-à-dire que le fait que Chantal Akerman soit peu ou tardivement reconnue, on va dire, par le grand public aussi, fait partie globalement du fait que les femmes artistes ont été beaucoup moins mises en valeur que les artistes masculins. Enfin, c'est pour moi une évidence. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut attendre 2022 pour que seulement un film de Chantal Akerman, un film réalisé par une femme, soit désigné meilleur film de tous les temps par la revue Sight and Sound? Voilà, parce que... ça fait partie en fait de ce qu'on appelle l'invisibilisation quelque part des artistes femmes. Elle a été directement victime de ça, vous croyez? Nous toutes, quelque part. Enfin, je veux dire, les choses sont en train de changer. Mais je pense que, en tout cas, peut-être pas invisibiliser Chantal Akerman, mais au même titre que Marguerite Duras, ou que c'est des cinéastes femmes qu'on essaie de mettre dans certaines cases, en faisant croire qu'elles sont trop intellectuelles, etc., pour peut-être donner une explication au fait qu'elles sont moins accessibles. Mais c'est absolument pas vrai. L'œuvre de Chantal Akerman est extrêmement... joyeuse, enfin pas toujours joyeuse d'ailleurs, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est une œuvre qui est extrêmement accessible, c'est une œuvre extraordinaire. En fait. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas? Oui, mais en même temps, il faut quand même stipuler qu'elle-même voulait jamais jouer ce rôle sur ce front. Elle disait, je suis artiste, ni homme ni femme, je suis artiste. Et ce qui sur le front de quoi? Du genre C'était pas une cinéaste féministe, par exemple? Quand on regarde Jeanne Dielman, il y a des éléments féministes dedans, et donc ça a une nécessité aujourd'hui, justement parce qu'elle a parlé de tout ça. Elle a aussi parlé de Black Lives Matter, elle a aussi parlé de l'immigration, elle a aussi... Donc elle était très activiste sans le vouloir être. Elle le faisait. Et c'est ça que je pense. Elle était déjà très moderne à le temps. Et c'est pour ça que ça prend du temps pour l'apprendre. Quand Jeanne Dielman a sorti à la quinzaine, la moitié de la salle a quitté pendant le film la salle. Il y a une petite anecdote parce que c'était encore des chaises en bois. Donc on entendait tous les clapets, Mais le fait d'être avant-gardiste, c'est pas ça qui te rend moins grand public. Par exemple, Godard est avant-gardiste et tout le monde connaît son œuvre. Je pense que Chantal Akerman et Godard n'est même pas élu comme meilleur film de tout le temps. Donc, elle a déjà dépassé ça. Je pense que si on demande à la public général Godard et Chantal Akerman, c'est du même niveau. Mais en même temps, elle posait des actes très très concrets, c'est-à-dire le tournage de Jeanne Dielman était un tournage composé presque exclusivement de femmes. C'était même marqué sur le papier. On veut une équipe Exactement. féminine. Et les postes les plus importants, parce que les femmes étaient en général reléguées au maquillage, script, il y avait encore un autre poste, je ne sais plus lequel. Encore jusqu'à pas trop longtemps. Jusqu'à pas très longtemps. Chez elle, ce qui était important, elle travaillait avec Babette Mangold, qui était photographe et... Camera woman. Mais oui, enfin, chief operator, comme disent les Anglais, c'est un peu plus facile. Oui, c'est plus simple. Qui était déjà reconnue, très affirmée, et avec laquelle elle avait vraiment appris beaucoup de choses à New York au début des années 70, et elle travaillait avec... la preneuse de son était aussi une femme, et donc c'était des postes, donc elle renversait les choses de cette façon-là. À sa manière. On va regarder un extrait, puisqu'on en parle de ce fameux Jeanne Dielman, c'est Delphine Seyrig, évidemment. 1975. Regardez, on ne va pas se lever, c'est promis.
Voilà, extrait de Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Vous me disiez pendant l'extrait que 1080 justement, c'était pas tout à fait la bonne adresse. Oui, en fait, c'est un petit truc trouvé au moment moment où le titre a dû être officiellement approuvé. C'est de ne pas mettre 23 quai du Commerce à 1000 Bruxelles, mais à 1080 Bruxelles pour éviter que des personnes qui avaient peut-être vu le film aillent sonner chez ces deux tantes qui habitaient effectivement. Ça n'existe pas en fait. Il y a une plaque. Oui, ça oui, mais il n'y a pas un quai du Commerce 1080, ça n'existe pas. Mais le 23 quai du Commerce 1080 n'existe pas. Maintenant, il y a une jolie plaque à l'extérieur. C'est vrai. Et puis il y a une fresque pas loin que je vous invite à aller voir. Elle est très très belle cette fresque qui rappelle. Qui rend hommage à ce geste. Complètement. Du quotidien. Ce geste du quotidien, c'est le travail domestique. En fait, les tâches se répètent. Elle montre ça, que les tâches se répètent au jour le jour. Donc, c'est une femme qui se prostitue sur rendez-vous. Elle s'occupe de son fils. Dans le fond, elle est au service des hommes complètement, non, Juliette? En tout cas, pour présenter. Il n'y a pas de place pour le plaisir. Présenter Jeanne Dielman, ça fait partie des chefs-d'œuvre de Chantal Akerman. C'est un grand portrait féminin pour moi qui symbolise ce qu'elle a voulu représenter à travers le fait d'oser montrer comme ça des gestes qu'on ne montrait pas au cinéma, comme des gestes domestiques, le fait de ranger, de faire la vaisselle, etc. Sur le long temps, temps long, sur le temps du plan séquence, réel, c'était une manière de montrer l'enfermement du destin féminin, quelque part, l'enfermement du destin féminin qu'elle avait pu observer, voir avec sa mère, ses tantes, avec toutes les femmes finalement. Et ce qui était assez extraordinaire pour l'époque, c'était de demander à Delphine Seyrig, qui était alors l'une des stars de l'époque, puisque on se souvient d'elle chez Jacques Demy, on se souvient d'elle dans les films de Resnais, etc. Enfin, c'est vraiment la grande actrice de l'époque, et de lui demander de jouer soudain dans le film d'une jeune femme de 25 ans qui est aussi radicale dans la mise en scène, c'était un geste incroyable. Quand tout à l'heure vous me demandiez, David, pourquoi est-ce qu'on a mis si longtemps à célébrer Chantal Akerman, moi je fais l'hypothèse féministe que c'est parce que ça fait partie du fait que les artistes femmes ont mis du temps à être célébrées. Je ne parle pas à sa place, je ne dis pas qu'elle se revendique comme féministe. Effectivement, Chantal Akerman ne voulait être dans aucune case. Mais c'est vrai que c'est un immense portrait féminin. C'est un film qui aujourd'hui est cité dans le monde entier. Et c'est aussi parce qu'elle a été reconnue à l'étranger par d'autres cinéastes hommes qui ont aussi pris le temps de la citer, de dire tout ce qu'ils pouvaient lui devoir, c'est-à-dire le fait d'oser faire un film d'appartement, le fait d'oser faire un film sur un plan fixe sur une femme qui ne fait rien. Avec des hors-champs, des hors-cadres. Et en fait, le fait d'oser montrer ce que l'on ne montrait pas, c'était un geste jamais vu. Elle appelait ça l'hyper-réalisme. Oui, mais Thomas. Elle avait justement casté Delphine. L'histoire, c'est qu'elle n'avait jamais même fait du café. Donc, elle la passe dans ses mains, dans ses gestes. Elle n'a pas les gestes. Et donc, ça lui prend beaucoup de temps. Et en effet, donc, la manière qu'elle fait les gestes est beaucoup plus accentuée parce qu'elle ne connaissait pas ces gestes. Et c'était une manière, en fait, pour elle, que le public regarde avec beaucoup plus d'attention des gestes qui n'étaient jamais visibles au cinéma. Ouais, c'était une première, puisque Delphine Seyrig venait plutôt de la grande bourgeoisie et qu'elle n'avait jamais fait de ces tâches domestiques. Pour qu'on la regarde, il fallait inviter quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir faire ce geste. Alors la domesticité, l'appartement, la cuisine, etc., ça nous rappelle évidemment Saute ma ville, qui était son premier court-métrage. Oui. On est en 1968, là on vient un petit peu en arrière. C'est une domesticité qui est plutôt détournée, en tout cas par la volonté effectivement du personnage. On va regarder un extrait puis on en reparle juste après. Voilà, Saute ma ville avec Chantal Akerman. Vous avez dit, ce film est dingue en quoi?
C'est un film extraordinaire. C'est un premier court-métrage. Si je ne me trompe pas, c'est son premier court-métrage. Je crois. Mais oui, elle a 18 ans. Ce qui est intéressant, c'est mai 68. Enfin, mai 68, elle a 18 ans parce qu'elle est née en 1950 à Bruxelles. Et ce qui est intéressant de dire, je parlais de Jean-Luc Godard tout à l'heure, c'est que Chantal Akerman, quand elle était adolescente, elle ne se rêvait pas spécialement cinéaste quand elle était vraiment ado. Ouais. Et c'est en voyant Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard qu'elle a eu une espèce de révélation comme ça. Pierrot le Fou, qui est aussi un film un peu anarchiste avec Jean-Paul Belmondo et Anna Karina. Et elle s'est dit, mais en fait, si le cinéma c'est ça, moi j'ai aussi envie de faire du cinéma. Et c'est pour ça que je parle de Godard, dans le sens où c'est vraiment un film qu'elle a beaucoup revendiqué cet héritage-là. C'est quand même l'histoire d'une jeune fille qui chantonne comme ça dans sa cuisine, et en réalité qui va se faire sauter dans sa cuisine. Ouais. Donc c'est pareil, il y a quelque chose de... Quand on le regarde aujourd'hui, et ce que je trouve magnifique, c'est que l'exposition s'ouvre avec le court-métrage intégral. Donc on entre dans l'exposition par Saute-ma-ville, qui a un geste le ton est donné directement, extrêmement fort. Et on voit bien, en fait, le côté brûlant de son esprit. Ouais. Je voudrais qu'on parle de l'expo, justement, parce que c'est Saute-ma-ville, donc elle explose, évidemment, on se dit l'immeuble explose aussi, peut-être la ville aussi autour. En même temps, elle adore les villes, elle les a arpentées, on le voit bien dans l'expo. Oui. Elle les a filmées principalement, donc Bruxelles, New York et Paris. Elle avait un pied-à-terre dans les trois d'ailleurs. Bruxelles, c'est sa ville de naissance. C'est sa ville de naissance, c'est la ville où habite sa mère. Oui, sa maman, les quartiers, la Toison d'Or, qui a été reconstituée. Exactement, où ses parents avaient un magasin, une pocerie, ce qu'on appelait une pocerie à l'époque, un magasin de fourrure et de vêtements d'hiver. Et oui. La gare du Midi. Alors, ce qui est absolument incroyable avec Chantal Akerman, c'est que dès son premier court-métrage, alors ici, on ne le voit pas spécialement de façon en externe. Elle a rendu Bruxelles ville cinématographique, c'est-à-dire qu'elle a réussi dès le premier film à faire de Bruxelles. Complètement. C'est la première. J'avais pas pensé à ça. De façon régulière, méthodique, Bruxelles fait partie du panorama cinématographique. Ouais, très important pour elle, parce qu'il faut qu'on avance dans l'expo et dans l'émission. New York, ville d'adoption. Ville d'adoption. Elle a flashé sur New York, elle découvre Warhol, etc. Oui, elle découvre Warhol, elle rencontre Babette Mangold qui l'emmène voir des concerts de Philip Glass, qui a la caméra prêtée par Robert Rauschenberg, et elles vont voir des films expérimentaux qu'elle avait déjà vus à Knock. Le Zout, et puis elle tourne Hôtel Monterey, etc. Elle tourne Hôtel Monterey et La Chambre surtout. Et News from Home, je voudrais qu'on dise un mot sur News from Home, parce que là, il y a quelque chose de très contemporain. En préparant l'émission, vous m'avez dit... il y a l'inspiration de Joker. Le film de Joker est inspiré... est inspiré les images de New York le matin, quand le soleil se lève, les rues vides, un peu la ville lâche. Ou sale, mais en même temps avec un poésie de couleurs dedans. Ça, c'est quand même dingue, le fait qu'elle inspire des gens comme Tom, c'est ça Phillips, oui. Et d'autres, évidemment, même chez les Français, Christophe Honoré, etc. Il y a quelque chose de très contemporain aussi chez elle, d'indémodable, on va dire. Je sais pas. Oui, c'est vrai que si on veut citer les cinéastes, il y a un peu toutes les générations qui se revendiquent d'elle, que ce soit Barry Jenkins, qui a réalisé Moonlight, un film qui a eu un Oscar. Chez les plus jeunes en Belgique, Lucas Dont, par exemple, le réalisateur de Girls, il cite beaucoup Chantal Akerman parce que elle a une manière en fait de capturer le temps aussi, de donner au temps une consistance différente dans les films, parce elle voulait pas faire du cinéma de divertissement. Elle disait aux gens, quand les gens disaient moi j'adore les films, j'ai pas vu le temps passer, elle disait moi je veux qu'on voit le temps passer, c'est pour ça que je fais du cinéma. Mais ce qui est génial à raconter aussi, c'est que quand elle part à New York et elle a que 18 ans, elle quitte l'INSAS au bout de 3 mois, elle claque la porte, elle va travailler à New York dans des cinémas porno gays, elle fait tout, elle se débrouille, elle n'a aucun moyen. Et donc tout ça c'est aussi fait dans l'énergie de la jeunesse, et de l'époque. Enfin, c'est pas c'est pas du tout académique sa manière de travailler. En même temps, le lien se tissait déjà, on le voit dans ce film A News from Home, avec sa maman qui est restée à Bruxelles, c'est important aussi. Oui, c'est un film un petit peu... là c'est un petit peu plus tard, je pense que c'est dans second voyage. Ça c'est très important, son lien avec sa mère et sa famille. Avec sa mère et ses origines. Le lien avec ses origines, le fait que sa famille soit en partie disparue à Auschwitz, que ses parents en soient revenus et qu'elle, comme elle le dit elle-même, qu'elle ait un petit peu bâti ce travail cinématographique autour du silence parce qu'on n'en parlait pas.
Elle a rempli ce silence, elle a rempli ce vide par des films et par des livres et par des pièces de théâtre. Mais ce qui est important aussi par rapport à cette dynamique de valse entre les villes, c'est que l'exposition a mis une sorte de point d'honneur à passer de l'intimité des lieux à l'extérieur. Et donc, en fait, si on regarde la progression de l'exposition, on a effectivement, Saute ma ville, c'est Bruxelles, mais c'est l'intimité d'une cuisine qui est un lieu fermé, traditionnellement féminin, où elle fait exploser tous les codes aussi. C'est propre à 68, et puis elle passe au miroir où une femme se regarde, et puis on passe à l'extérieur, au documentaire, et on revient régulièrement dans l'intimité d'un lieu. Et ça, c'est un petit peu... Et on se termine dans le désert. Et se termine avec un désert final, avec des inquiétudes. Je voudrais qu'on regarde très rapidement, si on a le temps, encore un extrait, parce qu'elle a écrit pour le théâtre, etc. Elle a même travaillé pour la télévision. Arte avait commandé une série sur tous les garçons et les filles de mon âge, je crois. C'est le portrait d'une jeune fille de la fin des années 60 à Bruxelles. Je voudrais qu'on regarde, parce qu'elle a une manière de filmer quand même très particulière. Regardez. Et c'était plus tardif. Voilà, ça c'est étonnant aussi, Juliette, cette façon on rentre dans le personnage, c'est Circe Léthène d'ailleurs, pour la citer. Oui, moi c'est un film qui me touche énormément parce que c'est un double de Chantal Akerman adolescente où en fait on entend cette chanson de James Brown dans le film où ils dansent tous ensemble et c'est This is a man's world, donc ça rebondit sur ce que je disais. Et elle en fait, voilà, elle a envie d'inviter une fille à danser. Elle n'a pas envie qu'un garçon l'invite danser. Donc c'est aussi, ça raconte beaucoup aussi de Chantal Akerman, le fait d'être en marge, d'être une cinéaste en marge, et que cette marginalité soit aussi un moteur, je pense, Alberta. Qu'est-ce qu'elle ferait comme film aujourd'hui, ce sera ma dernière question, si elle était là? Ça, c'est une excellente question, très piège. Barbie, mais à sa façon alors. Hein. À sa façon. Je sais pas, oui, Barbie. Non, mais bien sûr. Elle aurait sans doute envie de faire encore une comédie musicale. Ah oui. C'est ce que je me dis. Les temps sont tellement difficiles. Mais c'est pour ça que je pense qu'elle en aurait fait. Elle aurait fait un post-Golden 80s. Et cette réflexion sur la relation homme-femme, machoïsme, tout ça, mais par un regard Chantal Akerman, donc Barbie par Chantal Akerman, c'est le... Peut-être, ou en tout cas, la grande histoire, l'histoire avec un grand H et le petit H de l'histoire intime se rencontrent à nouveau. Ouais. Donc on est un peu dans un contexte qui peut-être l'inciterait à faire quelque chose. Bon, l'émission est passée très vite, c'était passionnant, on arrive déjà à la fin. Je vais vite rappeler quand même l'actualité Chantal Akerman. Donc c'est cette exposition qui est magnifique. Alors je montre le livre, tiens, j'en profite. Vous voyez l'affiche de l'exposition là pour l'instant à Beaux-Arts. Allez-y, Chantal Akerman Travelling, c'est très complet. Il y a des vidéos, des installations. On n'a pas parlé de Best, on n'en a pas trop parlé. Mais on n'en a pas trop parlé. Il y a aussi, bien entendu, 36 moniteurs. Toute une salle entièrement, 2 salles consacrées aux archives de production et aussi toute une table de consultation. On peut y aller plusieurs fois en fait, c'est ça dans cette exposition. D'archives audiovisuelles avec de très belles interviews. Tout à fait. C'est jusqu'en septembre et après, si vous êtes à Paris... 21 juillet, pardon. Et à partir de septembre, à Paris, au Jeu de Paume à Paris. Pour l'automne, ce sera à Paris, à mon avis, il y aura du monde aussi. Chez vous, à la Cinémathèque, c'est juste à côté. Même date. Juillet, tous les films, les courts-métrages, tous ceux dont on a parlé et tous les autres. Et un riche programme aussi bien à la Cinémathèque. Oui, plein de rencontres aussi, avec des discussions... Merci à tous les trois pour votre passion. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.